tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être pas du tout les sorties du mois de juillet puisque je n'ai vu aucune sortie au mois de juillet qui me fait envie. J'avais oublié que l'été, il y avait beaucoup moins de sorties qui me tentaient de ouf. Donc pour ce jeudi, j'avais prévu la vidéo mensuelle sur les sorties de juillet. Et bah du coup, j'ai changé et je suis quand même très contente parce que du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 3 sagas dont je ne vous ai jamais parlé, voire juste que j'ai mentionné par-ci par-là. Parce que ce sont des sagas que j'ai lues quand j'étais plus jeune, avant de commencer la chaîne, et que j'avais terminé depuis soit très longtemps, soit peu de temps, mais du coup je vous en ai jamais vraiment parlé. C'est 3 sagas qui me tiennent très à cœur pour certaines, et il y en a une, je sais dans mes tripes que c'est une excellente saga, mais ça fait à peu près 10 ans je pense que je l'ai lue, et donc globalement en fait je m'en souviens plus trop, vraiment pu. Et du coup, c'est vrai que ça me titille depuis quelques temps de me relancer dedans. Donc voilà, cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Première saga dont j'aimerais bien vous parler, c'est la saga des bannis et des proscrits de James Clemens. Donc là, c'est le tome 1, Le Feu de la Sorcière, que j'ai aux éditions Milady. Donc je suis pas archi fan de cette couverture. D'ailleurs, globalement, à part la dernière saga, je suis pas fan des couvertures pour aujourd'hui, mais bon. Le contenu vaut largement le coup. Donc cette saga-là, c'est celle que j'ai lue, je pense, je réfléchissais tout à l'heure, mais je pense qu'il y a au moins 10 ans. Je me souviens que j'avais adoré à l'époque, mais globalement, je me souviens juste du pitch de base, mais je me souviens... Il y a des petits flashs en fait pour certains tomes, quand je vois la couverture, je me dis « Ah oui, c'est dans ce tome-là qu'il se passe ce truc-là, qu'il y a cette créature-là ». Mais sinon, globalement, je pourrais même plus vous dire comment ça finit. J'imagine que ça finit bien, mais même pour ça, je suis pas trop sûre. Et ça me titille un petit peu en fait de me relancer là-dedans, puisque j'aime relire des tomes de sagas, des sagas que j'ai vraiment aimé d'amour. Mais c'est vrai que souvent je le fais avec des tomes de sagas dont j'ai encore le souvenir. Et donc je sais ce qui va se passer avant même de le lire, et je suis... comment dire, je suis en haleine parce que je sais exactement ce qui va se passer après. Alors que pour cette saga-là, j'ai un petit peu envie de la relire, et c'est surtout que je me dis ça peut être comme si je la redécouvrais de A à Z, puisque globalement en fait je me souviens vraiment de rien, il y a vraiment que des flashs, je vous dis. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que comme j'ai pas beaucoup de souvenirs, vaut mieux que je vous lise le résumé de ce tome 1. Donc, par une nuit fatale à Alacea, pays ravagé par une malédiction, 3 mages accomplissent un ultime sacrifice dans l'espoir de préserver le bien. 500 ans, jour pour jour, après cette nuit funeste, une jeune fille hérite d'un pouvoir perdu depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse en saisir les implications, le Seigneur Noir lance ses hordes des ténèbres pour s'emparer de la magie embryonnaire qu'elle détient. Dans sa fuite, Elena est précipitée vers une issue terrible, mais aussi vers la compagnie d'alliés inattendus, avec lesquels elle va tenter de combattre les forces maléfiques et de secourir un empire autrefois glorieux. Voilà, donc franchement, clairement, ça donne trop envie, univers de fantasy qui donne trop envie, et je peux vous dire que j'avais adoré. D'ailleurs, c'est une saga que j'ai gardée au fur et à mesure du temps. Je les ai eues en papier, c'était une époque où j'avais pas encore de liseuse. Donc c'est une saga que j'ai lue dans ces éditions-là parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai, entre guillemets, jamais lus en papier, puisque je lis beaucoup sur ma liseuse, et après si c'est un coup de cœur, si c'est quelque chose que je suis susceptible de relire ou vraiment que j'aime d'amour, et ben je les veux dans ma bibliothèque. Et donc ceux-là, je les ai toujours eus en papier, et globalement... je les ai gardés au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des déménagements, parce que franchement c'était juste trop bien. Et je pense que dans les... Je vais pas vous dire dans les mois qui viennent parce qu'il y a tellement d'autres choses à lire, mais franchement je m'en sors pas trop mal, je trouve que j'ai un bon rythme de lecture, et je commence à terminer des sagas, à faire en sorte qu'au niveau saga on soit pas trop mal, donc pourquoi pas retenter cette saga là. En tout cas, si vous ne connaissez pas Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, ça vaut totalement le coup. On est sur de la fantasy,
une quête, des alliés trop choupis. Alors j'ai un allié bien en tête, mais les autres non, je me souviens plus du tout des autres alliés. Et sinon, ouais, la quête, les pouvoirs, parce que vraiment, Elena, elle a une quantité de pouvoirs incroyable en elle. D'ailleurs, je crois que ses pouvoirs vont la faire grandir à un moment donné un petit peu précipitamment. Elle va peut-être passer de 10-12 ans à 18-20 ans en une nuit en fait. Et ça va engendrer plein de choses. Mais franchement, juste trop cool, trop cool. Je vous conseille cette saga qui a été une saga coup de cœur pour moi, chouchou, mais il y a une dizaine d'années. Et voilà, le fait de vous en parler, ça me donne très envie de me replonger dedans parce que franchement, c'est une pépite. Deuxième saga qui est en fait une trilogie, c'est l'épopée de Xylara d'Elisabeth Vaughan aux éditions J'ai lu. Et là c'est le tome 1, Captive. Alors là clairement je crois que c'est encore pire comme couverture. Je la trouve horrible, mais vraiment horrible, au même titre que le tome 2 et le tome 3. Ils sont vraiment horribles. C'est le genre de livre que jamais en temps normal j'aurais lu, jamais je n'aurais acheté. Et en fait c'est ma maman qui les avait lus, qui avait beaucoup aimé. Et du coup j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Hein. Franchement il y a plus de 10 ans, mais j'en ai quand même un très bon souvenir. Parce que le tome 1, je l'ai lu et relu et re-relu et re-relu. Ça fait partie des livres que je lisais peut-être une fois par an. Alors, je ne les relisais pas en entier parce qu'il y a tout le début d'introduction à l'histoire, de présentation des personnages que je ne relisais pas. J'allais directement au point qui m'intéressait. Et après, au fur et à mesure des relectures, il y a certains chapitres que je passais même à l'intérieur parce que bah voilà, je savais ce qui se passait et c'était pas ce que j'attendais plus. En gros, pour ce tome 1, on est dans un royaume en guerre. On a le roi Ximund qui se fait un petit peu assiéger en fait par les Firlandais. Et à un moment donné, en fait, il va y avoir un cessez-le-feu puisque le roi des Firlandais, enfin le chef des Firlandais plutôt, va voir le roi Ximund et lui dire qu'ils peuvent arriver à un accord. Et l'accord, c'est du coup un cessez-le-feu, hein, bien évidemment. Et en prime, une femme, et cette femme, c'est la demi-sœur de Ximund, donc c'est Xylara, qui est du coup pas du tout héritière au trône puisque c'est une femme, mais elle est guérisseuse par contre. Et pendant tout le conflit qui va se jouer, elle va soigner les membres de son royaume, bien évidemment, mais elle va aussi s'introduire clandestinement dans la tente des prisonniers des Firlandais en fait, pour les soigner, puisque voilà, elle a la philosophie des médecins et des guérisseurs qui soignent tout le monde, peu importe le camp. Donc elle va se rendre compte en fait que les prisonniers de guerre, eh ben, ils sont pas si terribles que ça. En fait, on les dépeint comme des démons, comme des barbares, et vraiment, elle trouve qu'ils sont quand même plutôt sympathiques, assez drôles, et elle passe des bons moments avec eux en les soignant, voilà. Sauf que quand son frère, qui a très envie, enfin son demi-frère, a très envie de se débarrasser d'elle, et du coup il est trop content que le tigre, c'est ça son surnom, c'est le tigre, en fait il s'appelle Ker, bref, donc quand le tigre va lui proposer Xylara en échange de la paix, plus ou moins, il va être trop content de se débarrasser d'elle, et en fait il va lui dire que c'est le prix à payer pour sauver son royaume. Elle qui est très altruiste, elle va accepter bien évidemment, de toute façon elle n'a pas vraiment le choix, et elle va partir là-bas, sauf qu'il va vraiment lui dépeindre ce peuple comme des barbares, que ça va devenir une esclave qui va être asservie par le tigre, mais également par tous ces démons, toute sa troupe en fait. Et voilà, on va suivre en fait le retour des Firlandais dans leur pays. Tout le tome 1, c'est le retour dans le pays. Ou pas encore? Ou est-ce qu'ils partent à la fin? Je sais plus. En tout cas, c'est comment Xylara, elle se fait à la vie dans ce camp. Oh, j'ai trop envie de le relire. Là, franchement, de vous en parler, j'ai trop envie de relire, entre guillemets, ce tome 1 parce que je sais qu'il est incroyable. Quand elle est au camp avec tout le monde, qu'elle a des fausses croyances, parce que bien évidemment, hein, les Finlandais, c'est pas des démons absolus. Ils sont un petit peu bourrus pour certains, mais sinon, globalement, ils sont trop cool. Et oh, j'ai trop envie de le relire. Franchement, je vous conseille cette saga. Même si, pour ma part, j'aime beaucoup moins le tome 2, parce que le tome 2, ça va être autour de la peste. Va y avoir beaucoup de maladies, beaucoup de morts.
il va y avoir une relation qui va se briser entre Xylara et un de ses meilleurs amis, on va dire. Donc j'aime quand même vachement moins le tome 2. Et par contre le tome 3 c'est l'arrivée en fait des Finlandais avec Xylara dans ce peuple-là et comment elle va essayer de se faire accepter. Et voilà, en fait globalement c'est ça le tome 3. Donc j'ai un amour pour le tome 1 que je pourrais relire des centaines et des centaines de fois. Et là j'ai trop envie de relire le tome 1. Mais beaucoup moins le tome 2 et par contre le tome 3 était très très bien. Donc globalement c'est une excellente saga. Le fait qu'on suive une guérisseuse, qu'on suive les opérations qu'elle va faire et tout dans le camp, comment elle va faire en sorte de vaincre entre guillemets un petit peu sa... Enfin c'est pas qu'elle va vaincre sa peur au début, c'est que c'est une guérisseuse, elle veut les soigner et elle n'accepte pas le fait qu'il y ait un certain manque d'hygiène dans le camp par rapport aux blessés qui sont un petit peu laissés de côté. Et du coup, elle va se retrousser les manches et elle va faire en sorte que l'infirmerie soit bien tenue. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va monter un petit peu en galon dans ce camp. Et qu'en fait, elle va se rendre compte petit à petit que c'est peut-être pas une esclave à proprement parler en fait. Et c'est juste trop bien, je vous la conseille, mais à 10 000%, même si franchement, cette couverture est horrible, mais vraiment horrible. Je vous montre la tranche, je sais pas si ça se voit, mais on sent que la tranche a vécu. Je sais même pas si j'avais noté le nombre de fois où je l'ai lu. Non. Non, parce que des fois je marque le nombre de fois que j'ai lu tout en haut. En tout cas, c'est une saga vraiment coup de cœur, chouchou. Là, le fait d'en reparler, j'ai trop envie de relire le tome 1 et pourquoi pas toute la trilogie, c'est pareil. Peut-être que je me referai ça un jour. Je vous dis ça, mais c'est parce que je suis en train de lire un livre qui ne me fait pas très envie et qui ne me donne pas envie de lire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me donne trop envie. Bref, tout ça pour vous dire que l'épopée de Xylara, c'est une trilogie qui vaut totalement le coup et si vous ne la connaissez pas encore, eh ben laissez-vous tenter, c'est une dinguerie. Et enfin, dernière saga, donc là, si je ne dis pas de bêtises, on est sur 6 tomes, je crois, mais en poche on doit être sur 9 parce qu'il y a des tomes qui sont coupés en 2. Bref, là je vous en ai parlé quelques fois, mais pareil, ça a été vraiment de façon très anecdotique et donc là je vous reparle de la saga des Enfants de la Terre de Jane Auel. Donc là c'est le tome 1, le clan de l'ours des cavernes et c'est aux éditions Pocket. Je n'ai pas encore récupéré toute la saga parce que je les ai lus en grand format dans les livres de ma maman. Et j'ai décidé de les récupérer tous en papier en format poche parce que je trouvais que c'était plus chouette. Et en plus, il me semble que les couvertures en grand format, je les aime pas trop. Alors qu'en poche, elles sont vraiment trop choupies. Bon après, Pocket, c'est tout blanc derrière. Mais en tout cas, au niveau de la devanture, c'est quand même très chouette. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé de ce tome 1 et ensuite je vous ferai peut-être un topo un petit peu plus détaillé parce que je pense que le résumé du tome 1, il donne pas tant envie que ça. Donc, il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. L'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménager des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ses premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte très vite. Les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. En fait, dans cet univers-là, donc on est à la préhistoire. Ayla, c'est une Homo sapiens, du coup qui survit à un tremblement comme on le sait, elle va perdre ses parents, enfin en tout cas on ne sait pas où sont ses parents, et il va y avoir un clan de néandertaliens qui va passer par là, et la guérisseuse de ce clan, d'ailleurs je suis en train de me dire ça fait très guérisseuse dans cette vidéo, bref. Donc il y a la guérisseuse de ce clan qui va décider d'adopter cette fillette et de l'élever comme sa fille. Sauf que Ayla, comme ils disent là, elle va avoir la parole, puisque c'est une Homo sapiens, alors que les Néandertaliens, ils n'ont pas la parole, ils vont avoir juste des sons gutturaux et ils vont parler avec, en gros, la langue des signes. En fait, ils vont faire des signes pour se faire comprendre. Donc Ayla, elle va communiquer en fait comme les Néandertaliens, on va lui apprendre ça.
Elle va apprendre les coutumes, tout ça, tout ça. Elle va vraiment se développer dans ce clan en fait. Et sa mère va lui apprendre à devenir guérisseuse du clan. Donc elle va apprendre énormément de choses. Et on a aussi le fait que les Néandertaliens et les Homo sapiens, il y a un gros racisme en fait. Donc c'est vraiment un livre très raciste. Enfin, ça traite beaucoup du racisme, je trouve. Puisque pour les Homo sapiens, les Néandertaliens, vraiment, c'est des animaux. Vraiment, ils sont presque à chasser. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que comme il y a la barrière de la langue, ils se comprennent pas. Et c'est surtout que les Néandertaliens, ils ont du mal en fait à sortir de ce qu'ils connaissent, alors que les Homo sapiens, bah, c'est là qu'ils vont faire des découvertes. Donc, on est clairement sur un roman, hein, avec pas mal d'inventions, mais on va aussi retrouver pas mal d'historiques. Moi, j'ai appris énormément de choses sur la préhistoire à l'intérieur. J'ai appris que certaines choses avaient été inventées, entre guillemets, enfin si, avaient été découvertes plutôt à cet âge-là, et c'est le cas, hein, vraiment. C'est juste que là, souvent, c'est Ayla qui va découvrir ces choses-là parce qu'elle est très intelligente et que, en fait, au fur et à mesure des tomes, elle va se détacher du côté néandertalien et elle va arriver du côté Homo sapiens parce que elle va être bannie à un moment donné et donc elle va trouver refuge chez les Homo sapiens. Et franchement, c'est une saga incroyable. Le tome 1, je l'ai lu une seule fois je crois parce que elle est petite et que j'aime bien la suivre adulte en fait et même si sa mère, je ne me souviens plus comment, enfin sa mère adoptive, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est trop mignonne et même le frère de sa mère adoptive, il est trop mignon aussi, enfin il y a vraiment une super bonne ambiance même s'il y a d'autres personnages qui sont vraiment détestables, mais c'est pas mon préféré. Et par contre, je crois que à partir du tome 2, j'ai tout relu une fois et le tome 2, j'ai dû le lire 3 ou 4 fois parce que le tome 2, c'est mon préféré. Clairement, clairement, pour ceux qui l'ont lu, le personnage de Jondalar, voilà. D'ailleurs, j'ai le souvenir de son prénom. C'est pour vous dire à quel point je l'aime d'amour, même si, pareil, pour ceux qui ont fini la saga, dans le dernier tome, il me saoule plus. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, franchement, c'est très bien. Ça peut faire, entre guillemets, un peu peur parce que on peut se dire, ouais, il y a le côté vraiment historique, il y a le côté vraiment néandertalien et homo sapiens. Et en fait, c'est très chouette. Et là, elle va avoir un côté très altruiste, très bonne en fait, et elle va vraiment découvrir plein de choses, mettre en place plein de choses parce qu'elle a vraiment un cerveau très ingénieux qui va faire en sorte qu'elle puisse s'en sortir toute seule, puisqu'il y a un moment où elle va se retrouver toute seule et où il va falloir qu'elle mette en place des choses. Elle va avoir un lien avec les animaux qui est juste incroyable, franchement c'est trop beau à voir. Et il y a des choses des romans de fantasy que je lis d'habitude, que j'adore énormément, que je retrouve aussi là-dedans, alors que c'est pas du tout de la fantasy. Mais on a le lien avec les animaux qui est juste fou. Il y a même les Homo sapiens qui pensent qu'elle a un côté magique, alors qu'en fait, non, c'est une certaine façon de faire les choses qui entraîne que les animaux la suivent. Mais il y a le côté très proche des animaux. Il va y avoir aussi tout ce qu'elle va créer qui va un petit peu étonner. Et c'est un roman aussi qui parle du coup énormément de racisme, mais qui parle aussi énormément de féminisme, puisque les Homo sapiens, c'est une tribu qui est purement matriarcale en fait. C'est les femmes qui sont en haut entre guillemets, qui vont diriger, et dans le foyer il va y avoir l'homme du foyer, mais en gros c'est les mères qui sont à la tête du foyer on va dire, et franchement c'est juste une pépite, c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas, si ça vous titille un petit peu, n'hésitez pas une seule seconde, c'est addictif comme pas possible, ça se lit tout seul en fait, parce que c'est pas historique. Moi, j'aime pas les romans historiques où c'est juste du blabla pour nous expliquer. Là, on a vraiment le côté très romancé. Mais pour autant, on apprend pas mal de choses sur la préhistoire parce que il y a les parties de chasse, il y a la cueillette, il y a les voyages, il y a les saguets, il y a comment le loup va commencer à être domestiqué pour devenir des chiens. Enfin, il y a tout ça qui se met en place et franchement, c'est juste
génial, vraiment génial, génial, génial. Et j'ai très envie de relire cette saga aussi. En fait, c'est la vidéo terrible parce que du coup, j'ai envie de tout relire, vraiment de tout relire. Et c'est pas forcément une bonne idée avec tout ce que j'ai déjà à lire, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de tester la saga des Enfants de la Terre, et ben franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est une pépite également. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà un bon moment que je tourne et je pense qu'on a fait le tour, hein, clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!